Je vous propose qu'on aborde ce dernier temps d'échange, alors peut-être en invitant Christophe, qui nous rejoint à l'instant. Bonjour Christophe Faury. Alors, je ne sais pas, on vous entend pas, le micro ne marche pas encore. C'est bon? Ça y est, c'est bon, impeccable. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, Christophe. Et puis, je suis vraiment ravi de ce moment d'échange qui va venir conclure cette longue mais riche journée. Donc voilà, vous avez la lourde tâche quand même de garder tout le monde motivé après la longue journée qui nous a porté là. Ce que je voudrais dire en petits mots d'introduction, c'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire le regard extérieur, le rapport d'étonnement que vous allez pouvoir nous apporter sur cette communauté de clusters, de pôles de compétitivité et leur rôle, l'impact qu'ils ont pour accompagner la transformation des PME et de leur territoire. En introduction, je pourrais dire que à ceux qui nous écoutent, que France Cluster et les entrepreneurs se sont rencontrés, c'était en début de cette année 2021, euh, euh, sur un malentendu. Un malentendu amusant, mais un malentendu, c'est-à-dire sur le terme interpreneur. Alors c'était assez rigolo parce que pour la petite histoire, c'est un terme que nous, on a utilisé un peu, pas très longtemps, pour qualifier le rôle de manager de cluster qui se disaient et qui disent être des entrepreneurs équivalents aux chefs d'entreprise qu'ils animent, dans l'animation aussi de leur organisation, alors certes associative, mais que certains qualifient comme vraiment des entreprises associatives aujourd'hui avec leur modèle économique particulier. Mais sauf que voilà, c'est pas des entrepreneurs classiques puisque leur job, c'est justement de faire de l'inter-entreprise, donc ils se qualifiaient d'interpreneurs. Et quand on s'est rencontrés, vous me parliez du terme interpreneur pour qualifier, et j'ai trouvé ça super intéressant, pour qualifier le chef d'entreprise de demain, dont on voit bien que, enfin, je parle sous votre contrôle, mais dont la fonction demain est plus de faire de l'inter que simplement du développement, enfin, de faire de l'inter pour développer son entreprise. Et donc, on a trouvé un terrain de connivence assez fort dans ces premiers échanges, ce qui nous a nourri pour mener un travail ensemble et que vous avez surtout porté de réalisation, notamment pendant ce premier semestre, d'une série d'interviews de managers de cluster, dans la perspective d'ailleurs de l'événement Philex qui nous réunit aujourd'hui, de la réalisation donc d'une vingtaine d'interviews de managers de cluster et de chefs d'entreprise membres de ces réseaux, de la rédaction cet été d'une synthèse. Alors ces documents, vous pouvez les retrouver, hein, je le redis, dans la boîte à outils de la plateforme qui nous accueille, c'est le sort de dossier du participant. Et l'idée, c'est que vous puissiez là nous faire une synthèse de ce travail de synthèse des interviews, une sorte de rapport d'étonnement sur la manière dont vous avez compris, apprécié, avec peut-être des points d'amélioration que vous pourrez nous partager, le rôle des clusters et des pôles de compétitivité pour accompagner la transformation économique de leur PME et de leur territoire. Je vous laisse la parole, Christophe. D'accord, merci beaucoup Xavier. Alors, comment je fais pour mettre la main sur mes transparents là? Parce que... Ah Alors, voilà, c'est ça. Alors, voilà, c'est il vous qui s'affiche. Voilà. avancez ou c'est moi? C'est comme vous voulez. Si vous avez la main dessus, vous les passez. Sinon, vous dites slide suivant et on le fera. Alors, attendez, parce que... Ah oui, c'est bon, non, c'est bon, je vois. Allez. Écoutez, très bien, merci beaucoup. Donc, pour commencer, je vais vous dire un petit mot de qui sont les interpreneurs. Donc, les interpreneurs, c'est une association avec 10 administrateurs et en fait, c'est un réseau pluricompétences, pluridisciplinaire en fait, de sympathisants qui viennent surtout de l'entreprise. Voilà. On a aussi des universitaires, des développeurs économiques. Voilà.
Donc, qu'est-ce que l'on fait? On a essentiellement deux types d'activités. Donc, on fait des études qui ont toujours enfin, le même ADN en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on cherche les problèmes des entreprises et on cherche s'il n'y a pas des entrepreneurs qui ont trouvé la solution à ces problèmes, de façon euh, à diffuser ces solutions. Et notamment, donc, on a un très gros intérêt, je vous expliquerai pourquoi, pour la coopération, pour ce qui fait que des entreprises françaises coopèrent. Donc, c'est pour ça que on s'est engagé dans cette étude avec France Cluster. À côté de ça, on a une activité qui s'appelle Top Boss, c'est-à-dire qu'on accompagne des dirigeants qui ont un cap à passer et on a une approche qui est très particulière, c'est-à-dire qu'on a des séances de 2 heures entre pairs, PAI, RS, de façon à aider le dirigeant à voir ce qui constitue sa valeur. Voilà. Puis on a une troisième activité qui apparaît pas ici, qui est essentiellement avec l'association des nouvelles ruralités. Et en fait, là, on fait un peu un top boss, mais pour les projets territoriaux. Alors, cette étude, en fait, pourquoi est-ce qu'on l'a faite? Donc, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est pourquoi on est là. À l'origine, il y avait un club, il y a un club de dirigeants, et il y a une question qui s'est posée fin 2018, début 2019, c'est pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à tirer parti de sa créativité? C'est-à-dire que la PME française a une créativité qui est exceptionnelle. Simplement, la France est une puissance économique faible, quoi. C'est quelque chose d'assez curieux. Donc, on a fait une première série d'études qui montre que la créativité française est mal exploitée du fait de la solitude du dirigeant. Alors là, c'est très surprenant parce que c'est une exception culturelle qui est quasiment mondiale. Le français ne chasse pas en meute et on n'a pas trouvé, à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé d'autres exemples de nations qui ne chassent pas en meute, quoi. Donc c'est vraiment là quelque chose de curieux. Mais il y a quand même là aussi une exception, c'est les clusters, justement. Donc on s'est demandé quels sont les facteurs qui sont à l'origine de ces clusters et est-ce qu'on peut trouver dans la logique en fait de toutes les études qu'on fait, est-ce qu'on peut trouver dans ces expériences un enseignement utile à toutes les PME françaises? Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de France Cluster. Alors maintenant, quelle est la méthode qu'on a utilisée? Donc c'est une méthode très classique hein, pour tous ceux qui connaissent les études qualitatives. Donc on a fait une étude qualitative auprès de 22 interviewés en semi-directif sur 3 grands thèmes. Hein. C'est qu'est-ce qui amène les entrepreneurs français à coopérer, quel a été l'impact du coronavirus sur les clusters et comment les clusters devraient-ils évoluer. Alors, dans cette étude, il y a quelque chose qui a été important pour nous, c'est une sorte de fil rouge. C'est un livre qui a été publié en 1990 par Michael Porter, donc Competitive Advantage of Nations. Donc, comme vous le savez, Michael Porter, c'est le grand gourou de la stratégie d'entreprise. Donc, dans les années 90, il a publié donc cette étude suite à un travail assez colossal, hein, parce qu'il a employé 25 personnes et il a analysé 10 nations pour savoir quelles étaient leurs forces et leurs faiblesses, en fait. Et en fait, il arrive à... Donc, c'est un travail colossal, hein, le livre fait 1 millier de pages, enfin bon, voilà. Donc, en fait, il arrive à un tout petit nombre de conclusions qui sont un peu paradoxales. La première, c'est qu'une entreprise isolée recherche le statu quo. C'est à peu près l'envers de ce qu'on dit d'ordinaire. Pour croître, elle a besoin d'un stimulant extérieur, en fait. Et alors, donc, c'est là où arrive son originalité. C'est dit, ce stimulant est fourni par sa home base, donc son territoire d'origine. Et avec quelque chose, là encore, de surprenant, c'est qu'en fait, les entreprises, plutôt les territoires les plus avantagés sont en fait désavantagés. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait véritablement un succès, c'est un désavantage concurrentiel sélectif qui force en fait à l'innovation pour le dépasser. Voilà. Donc en fait, c'est illustré par le fait que les nations qui ont des ressources naturelles très importantes ont généralement un niveau de développement peu élevé. Il y a une seule exception, c'est les États-Unis en fait.
Alors, le stimulant, c'est quoi? C'est l'avantage concurrentiel des nations. Il se matérialise physiquement par des business clusters, en fait. C'est ce qu'il appelle, c'est son terme, un business cluster. Et un cluster, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un produit de 4 forces, c'est là où arrive son apport, hein, qui se renforce en un cercle vertueux d'amélioration, création, innovation et génération de start-up. Alors, il faut entendre start-up pas au sens high-tech, mais au sens entreprise qui se développe très vite. Par exemple, la paire, que vous connaissez tous, a été une start-up au démarrage. Donc en fait, ces 4 facteurs, c'est quoi? C'est les facteurs de production, donc c'est la formation, notamment, pas uniquement, mais beaucoup. C'est la qualité de la demande, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des leaders, des gens qui vont tirer, qui vont apporter de nouvelles idées, des grandes entreprises, mais aussi de la clientèle, des clients très en avance, un marché exigeant. Les industries support, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de spécificités, de spécialités, de petites entreprises qui ont des compétences pointues. Donc là, le dernier point, c'est quelque chose d'assez surprenant, c'est la culture et la concurrence interne. C'est-à-dire que le moteur de ce genre de système, c'est la rivalité entre entreprises. Alors, pour être un peu trivial, en fait, ce qui fait avancer ce type d'écosystème, c'est la volonté, en quelque sorte, d'épater le voisin, quoi. Et ça, vous le voyez, c'est assez facile à voir. Vous le voyez dans la Silicon Valley, mais aussi dans le luxe en France, par exemple. On a un écosystème très puissant en France dans le luxe. Quand vous cherchez les 5 premières fortunes françaises, vous trouvez 4 dans le luxe, bon, et qui sont à un très haut niveau international aussi. Et donc le luxe illustre chez nous tout à fait cette logique voilà, de cluster. Alors, ce que dit Michael Porter, c'est que le business cluster est radicalement plus efficient que le marché ou la grande entreprise verticalement intégrée. Alors, pourquoi? Parce que l'information circule mieux que dans le marché, parce qu'il y a de la confiance, et il y a aussi une stimulation qu'on ne trouve pas dans l'entreprise intégrée. Voilà, donc ça nous a servi de point de départ pour analyser les entretiens qu'on a faits. Alors maintenant, je passe à notre étude, hein, très rapidement. Quels sont les points clés de notre rapport? Eh bien, d'abord, on s'est posé la question, quelles sont les caractéristiques principales des clusters étudiés? Donc, comme vous allez le voir, ça ressemble beaucoup à Michael Porter. Donc, ce qu'on constate, c'est que presque partout, on a une chaîne de la valeur complète. C'est-à-dire, il y a des grandes entreprises, il y a des petites entreprises, il y a surtout une foule de spécialités. Vous trouvez par exemple du numérique là-dedans, hein, même si c'est dans un secteur qui n'a rien à voir avec le numérique. Vous allez trouver aussi du public et du privé, des organismes de normalisation, des universités, des laboratoires, des chambres de commerce, il y a même des banques des fois. Enfin voilà. Donc c'est tout un écosystème très divers. Sa raison d'être, c'est la chasse en meute. C'est une tête chercheuse, c'est un terme qui a été cité plusieurs fois. C'est un accélérateur au sens auquel on l'utilise aujourd'hui, et je dirais même plus puissant que les accélérateurs de la high-tech, hein, parce qu'il apporte le marché à ses adhérents, parce qu'il contient les éléments avancés du marché. Donc notamment, par exemple, il peut contenir notamment des grandes entreprises, mais aussi des réseaux de distribution, comme par exemple le cluster du surf basque, quoi, où vous avez tous les réseaux de distribution mondiaux. Et il les emmène à une expansion territoriale, voire internationale. Alors, point aussi critique, c'est une force de changement. Donc, ce qu'on voit assez clairement partout dans tous nos entretiens, c'est que le cluster modifie le modèle économique des adhérents et il organise l'action collective pour transformer la crise en opportunité. Et ça, c'est vrai pour le coronavirus, mais c'est surtout vrai pour la transition climatique. Je me suis rendu compte que tous les clusters que j'ai interviewés travaillaient sur le changement climatique, en fait, et en faisant une opportunité, et pas du tout en résistant. Donc c'est assez remarquable. Ensuite, c'est un facteur de cohésion, c'est-à-dire qu'il assure la cohésion entre membres du cluster, notamment entre les grandes et petites entreprises. Et ça, c'est très utile parce qu'en France, il y a une coupure entre grandes et petites entreprises. Et ça, c'est très clair dans nos études, hein. Contrairement à d'autres pays, les grandes entreprises ont un peu lâché leurs fournisseurs, quoi.
Et donc, ce qui est fort, hein, c'est qu'ils font profiter chacun des forces de l'autre. Donc, la petite entreprise innovante, dynamique, et la grande puissante. Alors ensuite, il y a un autre point qui est aussi très important, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on constate dans nos études, c'est qu'il n'y a pas de préférence nationale en France. Et que l'innovation sans préférence nationale a beaucoup de mal à se développer et voire n'y arrive pas, quoi. La force de l'Allemagne, c'est cette préférence nationale, en fait. Enfin, une des forces de l'Allemagne, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et aujourd'hui, on voit que ces clusters, en fait, jouent un rôle critique, justement, dans le décollage de l'innovation. Voilà. Et puis, dernier point qui pourrait paraître secondaire, mais qui est très important pour tous nos interviewés, c'est le développement personnel, c'est-à-dire qu'un effet indirect du cluster est de donner confiance en eux à ses adhérents. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est critique, en fait. Voilà, donc, hop. Maintenant, alors attendez, non, j'en ai encore un avant. Hop, les particularités du cluster français. Donc, ce que je vous ai dit, ça ressemble beaucoup à ce qu'explique Michael Porter. Maintenant, il y a quand même des choses qui nous paraissent particulières. Donc, le cluster français a deux spécificités. Alors, attendez, qu'est-ce qui arrive là? Donc, il a une fonction conduite du changement explicite. Quand vous lisez les travaux de Michael Porter, on a l'impression, si vous voulez, quand même que les entreprises se stimulent les unes les autres. Là, il y a quand même l'équipe d'animation un rôle très important dans la motivation du groupe. Ensuite, il y a justement un modèle d'animation qui est plus léger, peut-être plus efficace que ce qui se pratiquerait à l'étranger, notamment en Allemagne. Donc, son savoir-faire de conduite du changement est d'un type particulier. Bon, pour tous ceux qui ont étudié la conduite du changement, on peut reconnaître un leader jardinier, donc quelqu'un qui va créer les conditions pour que le groupe en fait se développe, contrairement au leader que l'on a un peu en tête, qui est Napoléon au pont d'Arcole, quoi. Et deuxièmement, le changement planifié, qui est un changement en fait qui vient d'en bas, mais qui est coordonné par en haut. Et ça, c'est antithétique de la tradition jacobine française, hein, qui est celle de Jupiter, c'est-à-dire du changement, ce qu'on appelle techniquement le changement dirigé. Donc le succès d'un cluster vient de l'émergence d'une volonté, puis d'une dynamique entrepreneuriale qui ne peuvent pas être forcées et qui demandent du temps et des conditions favorables pour émerger. Donc globalement, tous les interviewés disent il y a trois phases. Il y a une phase où quelques dirigeants se réunissent. Ensuite, il y a la puissance, une forme de puissance publique, une chambre de commerce ou quelque chose comme ça, va en fait leur proposer une équipe d'animation. Elle va financer les premières années cette équipe d'animation. Et puis, il y a une sorte de prise d'autonomie où on trouve un modus vivendi au bout généralement de quelques années. Et le groupe grandit, mais par bouche à oreille, en fait. Et ça, tout le monde m'a à peu près raconté la même histoire. Et donc, ce cluster est un relais naturel, vigilant et efficace de la politique publique. Et ça, c'est évident, puisqu'en fait, il cherche tout ce qui est bon pour ses membres, hein, et en même temps qu'il doit nourrir de ses connaissances qui sont elles aussi uniques, parce que comme c'est en fait, il est au plus près des chaînes de la valeur, il voit ce qui s'y passe avant tout le monde, quoi. Donc cette puissance publique, elle joue à faible coût un rôle d'incubation et d'accélération, comme je vous l'ai dit. Elle donne le coup de pouce qui permet au cluster de démarrer. Et c'est pas un gros investissement, parce que quand vous regardez bien, c'est toujours un ou deux salaires, en fait. Bon, mais au bout d'un moment, en fait, le cluster doit chercher à être financièrement indépendant de la puissance publique, de façon, en fait, à ce que la puissance publique ne soit pas trop tentée, alors ça, vous l'avez presque tous dit, hein, à lui donner des ordres, ce qui casse la dynamique, en fait, entrepreneuriale. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut être indépendant de la puissance publique, parce que c'est une des parties prenantes du cluster. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, voilà, il faut qu'il y ait tout le monde dans tout l'écosystème pour que ça marche. Alors, le coronavirus, donc, ce qui ressort, c'est impact direct limité et même plutôt positif. Découverte de la solidarité, la plupart des clusters ont gagné pas mal d'adhérents, en fait. L'impact indirect, vous le connaissez tous, hein, c'est les filières clientes touchées, pénurie d'intrants.
mais aussi un révélateur d'une fonction critique du cluster, c'est la fonction résilience, en fait. Et le cluster fédère la réponse d'une chaîne de la valeur à un aléa externe. Et ça, c'est très fort, parce que la chaîne de la valeur, en fait, a un intérêt commun, même si il y a des entreprises ou du public et du privé, et tout ça, c'est très différent, mais c'est beaucoup plus homogène, en fait, que toutes les associations, par exemple, d'entreprises, même si ces associations d'entreprises sont du même secteur. Donc là, il y a quelque chose qui est pour nous très fort. L'avenir des clusters, donc qu'est-ce que vous m'avez dit? Un rôle vital, un déficit de notoriété. Alors avec l'anecdote classique, un cluster, quand on dit cluster, on pense Covid. Et d'ailleurs, je l'ai même moi testé. Hein, j'ai rencontré les services de l'État, je leur ai parlé de cluster et j'ai eu, enfin, on m'a regardé avec des hurons, quoi. Donc la relation avec l'État et le politique, donc le cluster comme courroie de transmission, le cluster comme informateur clé de la stratégie économique nationale. Alors il y a des soucis sur le financement. Certains clusters ne sont pas indépendants financièrement, les subsides publics se réduisent. En revanche, ce que je constate, hein, c'est que les problèmes de certains ont été résolus par d'autres. Donc peut-être que si, voilà, si vous discutiez ensemble, il y aurait beaucoup de difficultés qui disparaîtraient. Mais surtout, le point important, c'est que les clusters apportent à l'entreprise et à l'État des services vitaux, et s'ils les faisaient payer. Donc ça, c'est une interrogation générale, hein, que j'ai eu un peu partout. Et c'est évident, justement, on disait rapport d'étonnement, vu de l'extérieur, on trouve que les clusters sont extraordinaires, quoi, ça apporte des choses fantastiques. Donc il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes de fin de mois, en quelque sorte. Et pour nous, je disais tout à l'heure qu'un cluster a connu 3 étapes, hein, pour arriver où il est, et ça c'est la 4e, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est arrivé un peu à un cluster allemand, où les participants au cluster allemand sont très conscients, en fait, de ce que leur apporte le cluster, quoi. Donc il y a aussi une question sur l'avenir des pôles de compétitivité, mais bon, qui ont l'air de résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Tout en restant pôles de compétitivité, ils deviennent de plus en plus, ils ont des fonctions de plus en plus cluster, en fait. Dernière question, France Cluster comme cluster de cluster. En fait, est-ce qu'il y a besoin, y aurait-il besoin, en fait, d'une action mutualisée? Donc il y a des demandes de partage de bonnes pratiques. Il y a une demande générale de pédagogie vis-à-vis de la puissance publique, du politique et de l'entreprise, c'est-à-dire d'expliquer ce que sont les clusters, notamment pour éviter, en fait, aux politiques on va dire, bon, de casser un peu ou aux nouveaux politiques et aux nouvelles élus de casser un peu ce qu'a fait le précédent. Voilà. Donc il y a aussi une fonction d'alerte de l'État, parce que comme je disais tout à l'heure, les clusters sont très proches de la réalité, plus proches que tout le monde, et une logique de conduite du changement. Alors pour être clair et trivial, en fait, le sentiment un peu que j'ai, c'est que vous avez besoin un peu de laver votre linge sale en famille, quoi. Bon, c'est très trivial, je suis désolé, mais bon, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est éviter que des gens de l'extérieur, en fait, s'occupent de clusters. Donc, les orientations peuvent être bonnes, mais la mise en œuvre, en fait, c'est plutôt de votre ressort. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que les entrepreneurs ont retiré de tout cela? Alors, écoutez, la première conclusion, c'est qu'on avait tort, hein, on a appris quelque chose de très important. Alors là aussi, je vais être un peu trivial pour faire passer notre idée, mais comme tout le monde, on pensait que l'incapacité des PME à exploiter leur potentiel venait d'une forme d'arriération. Bon, c'est un peu fort, mais voilà, ça dit ce que ça veut dire. Or, ce qu'on a constaté, c'est que les PME appartenant au cluster qui réussissent présentent toutes les caractéristiques des autres PME. C'est-à-dire que jusque-là, on avait interviewé plein de PME et donc on avait constaté qu'il y avait un retard par rapport à plein de choses. Simplement, quand on a trouvé les PME des clusters, on s'est rendu compte que c'était les mêmes. Bon. Et quelle était notre erreur? C'est qu'en fait, implicitement, on pense qu'une PME moderne doit avoir une stratégie
délibérée, c'est-à-dire avoir une stratégie tout court. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte, c'est qu'une PME, elle a une stratégie qui est team émergente, c'est-à-dire que c'est son marché qui lui fait découvrir des choses. Voilà. Et quand on réfléchit bien, c'est très intelligent parce qu'en fait, une fonction stratégie avec le marketing qui va avec et ainsi de suite, ça coûte très cher, quoi. Donc en fait, il faut que la PME soit dans un environnement qui la stimule. Et c'est exactement ce que lui apporte le cluster, en fait. Et comme je vous le disais, ce cluster va apporter l'accès au marché, c'est-à-dire à quelques clients leaders, voire, comme je vous disais tout à l'heure pour le surf basque, là, l'accès au réseau de distribution. Et alors, donc, dernier point, donc, ce qui a été une grande découverte, hein, c'est que ce n'est pas l'individu qui fait la performance économique, c'est le collectif. Et on a fait pas mal d'études sur l'Allemagne et ça crève les yeux. L'Allemagne, ce n'est que du collectif. Alors bon, ils ont des gens intelligents, il n'y a pas de, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est une puissance collective étonnante. Voilà. Donc ensuite, conséquence, donc en mettant un peu les pieds dans le plat, en fait, les mesures qui visent à stimuler l'entreprise sont contre-productives et basées sur une analyse erronée. En fait, comme je le disais, ce qui fait la force de l'Allemagne, c'est le collectif. La contrainte réglementaire ou autre est moins souvent un handicap qu'elle ne force à l'innovation, donc c'est ce que dit Michael Porter. Et la perte de performance de l'économie française vient d'un effet systémique, selon nous, hein, qui a retiré au tissu économique l'environnement local dont il a besoin pour être efficace. Et pour nous, le chaînon manquant de la performance française, c'est le cluster. Et donc, dernier point, bon, comment on fait, comment étendre le phénomène cluster? Donc, attention, ce que je vous ai dit, c'est un phénomène fragile, donc c'est l'antithèse de la culture jacobine française. Pour deux raisons. La dynamique entrepreneuriale ne supporte pas l'interventionnisme, quoi. Donc, voilà, c'est une sorte de mystère. Et les équipes d'animation des clusters sont assez impressionnantes, hein, en fait. Et elles ont des profils et des techniques de conduite du changement qui sont totalement atypiques, quoi. Enfin, du moins dans notre culture. Bon. Ensuite, ce qui semble donc la seule solution, c'est créer des conditions favorables à la généralisation du concept, donc le faire connaître, donc faire savoir ce qui a réussi et les facteurs de succès. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même, bon, on regarde un peu ce qui se fait partout dans le monde, c'est que la situation internationale est maintenant favorable à la reconstitution des avantages concurrentiels des nations que sont les clusters. Voilà, bah, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, pour terminer, je tenais à remercier tous mes interviewés. Ce qui a été extrêmement agréable dans cette étude, c'est que c'est peut-être là, il n'y a pas d'exception. J'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement motivés, dynamiques et passionnants, quoi. Voilà, c'était très très agréable de mener cette étude. Voilà, j'ai terminé. Super, merci Christophe, et puis merci d'avoir tenu dans le temps qu'on s'était fixé. Il est 17 heures et alors il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais envie d'échanger, mais bon, on va complètement déborder. Alors, bon, je retiens l'image du cluster leader jardinier sans pouvoir que vous m'évoquiez en disant que c'est la meilleure posture pour accompagner le changement finalement. Je trouvais l'idée plutôt très intéressante. Le mot de conclusion pour dire que le chaînon manquant de la performance française, c'est le cluster, ça nous va plutôt pas mal aussi. C'est tout à fait juste hein, de dire que la période que l'on vient de vivre a quand même a été une vraie opportunité pour cette communauté, à la fois de renforcer leurs relations bilatérales entre chaque cluster, pôle de compète et puis ces entreprises hein, qui ont fait beaucoup d'individuels, beaucoup de bilatérales dans cette période-là, notamment pour accompagner à rebondir et éventuellement à saisir des opportunités. Mais au-delà du renforcement des liens qu'il y a pu y avoir, ça a été l'occasion
de montrer et de toucher du doigt la valeur ajoutée de ces réseaux en s'appuyant notamment sur cette période très particulière qui a été celle de la crise. Bon, non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Les recommandations que vous faites pour France Cluster, ben merci. Hein, comme on en a parlé ensemble, on a un nouveau président chez France Cluster. On va lui soumettre ça pour qu'il les intègre dans son plan stratégique de développement sous la validation du conseil d'administration. Mais c'est plutôt tout ça très intéressant. Il y a une idée qui m'a aussi interpellé dans nos échanges et qui était un peu nouvelle aussi pour moi dans le regard extérieur que vous avez pu amener. C'était cette idée que, vous l'avez dit au début de propos, le cluster qui marche, c'est celui qui non seulement associe l'ensemble de la chaîne de valeur, mais en associant l'ensemble de la chaîne de valeur, voit se développer en son sein du business. Il y a des flux d'affaires au sein du cluster et c'est un facteur de développement ou de cristallisation de la dynamique collective. C'est vrai que dans la manière dont les clusters et dans les pôles de compétitivité ont été impulsés, notamment par les politiques publiques, c'était pas un objectif en soi d'encourager le développement de ces flux d'affaires. On était là pour dire le but du jeu, c'est toi plus moi, on va ensemble travailler pour se positionner ensemble sur des marchés nouveaux, pour aller chercher du plus, quoi. Mais on s'intéressait, tant mieux, si après tout, s'il y avait du business, des flux d'affaires qui étaient échangés entre nous, mais c'était vécu comme un effet collatéral, heureux sans aucun doute, mais pas forcément renforcé, majoritairement. Hein. Après, il y en a qui en ont fait un vrai outil de structuration du cluster. Mais voilà, en tout cas, vous insistez beaucoup là-dessus, et pour moi, c'est un élément important dont il faut qu'on tienne clé, parce que ça doit faire partie sans doute des fondamentaux structurants pour le réseau. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que on a déjà débordé de l'heure de clôture, et donc je vais à peine conclure cet événement. Donc encore merci Christophe pour avoir mené tout ce travail pendant cette année 2021.